Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Mehdi El Kanafi, moi ça va bien, comment tu vas toi ? Ça va très bien, en tout cas j'ai à boire, toi aussi. Est-ce que tu es assoiffé ? Je suis un alcoolique en fait, je dissimule mon whisky dans un mug. Ce n'est pas vrai, évidemment. Au sommaire, nous ne parlerons pas des jeux Le Seigneur des Anneaux. Oui, changement de programme pour mieux coller à l'actu. Je vais donc vous proposer une rubrique Conso Conseil pour vous aider à faire un choix dans l'avalanche de JRPG à venir. Et dans la seconde partie de l'émission, Nico, tu vas nous parler des biais des joueurs, la façon dont on voit l'industrie en fonction de notre point de vue, en l'occurrence en prenant en tremplin une actu, le rachat de Savage Game Studio. Vous retrouverez bien entendu l'interlude Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur la fuite d'informations, le vol d'informations concernant GTA 6, un événement qui a bousculé notre dimanche dernier, dimanche 18. Nico, gros événement ? Bah oui, tout le monde en parle comme la plus gros leak de l'histoire du jeu vidéo, je pense qu'on en est là, c'est que GTA 6, c'est le jeu le plus attendu, le jeu dont l'éditeur en plus Rockstar le plus secret, le plus mystérieux. C'est vrai, ouais. Et là, on a une heure de jeu qui est tombée. Bon, évidemment, c'était une version qui date un peu. Donc, 90 petites vidéos de d'une version alpha. Donc là-dessus, on va en parler, mais ça reste quand même une très très mauvaise nouvelle, à la fois pour Rockstar, à la fois pour les joueurs, à la fois pour l'industrie. Comme les leaks le sont en général, et c'est peut-être un mal pour un bien, parce que on sent qu'il y a vraiment une sorte de remise en cause qui est en train d'intervenir un petit peu, justement au niveau des leaks, au niveau du fait tout simplement de dévoiler des infos en amont, quoi. Oui, c'est vrai, un peu une prise de conscience de ce qui est un leak, ce qui est une fuite, de ce qui est du vol, ce qui ne l'est pas. Ça a beaucoup un petit peu remué en ce moment, parce que justement c'est un vol, c'est une extorsion, c'est-à-dire que là il y a eu vraiment quelqu'un qui est rentré dans le système par un Slack, je crois. Donc c'est pas un pirate de l'espace non plus. Un Slack mal sécurisé dans des employés en télétravail après. Ouais, et en fait ça avait fait un petit peu le même événement avec Capcom, où il y avait vraiment eu un vol. Mais en fait, là où moi j'aimerais mettre le doigt, c'est sur le fait qu'une information qui est non officielle, donc non approuvée et non communiquée par un studio, ça reste un leak. Et en fait, pour tout ce qui est des journalistes insiders, quand ils balancent une info et qu'ils en sont contents, parce qu'en fait ils ont leur contact, leur taupe, en fait, quelque part, c'est des gens qui sont dans les studios qui vont leur balancer des informations parce qu'ils ont un carnet d'adresses et tout ça. À mon sens, ça en fait aussi des leaks. Je trouve que c'est tout aussi nuisible. Et en l'occurrence, sur Gran Turismo 6, on en connaît bien plus sur ce jeu avec les déclarations et les tweets et la sortie de Jason Schreier quand il a parlé. Bon, j'en dis pas plus si vous voulez en garder le secret, mais on en a su vraiment beaucoup plus sur la structuration du jeu, même la façon dont il était développé, que sur 90 petites vidéos de fuite là vraiment mauvaise, comme malsaine, c'est un vol. Donc voilà, il y a quand même deux poids deux mesures, faut faire attention. C'est vrai qu'on se retrouve avec une presse qui est un peu qui est pas super à l'aise sur le sujet. On a vu que la majorité des sites pro, des machins, ils ont évidemment, sachant que c'était du contenu volé et tout, n'ont pas diffusé ce contenu-là. Après, ça reste de l'info, donc commenter le leak et l'événement en tant que tel, ça paraît indispensable là-dessus. Et c'est un big deal, il y a pas de mystère à se faire là-dessus. Du moment que ça devient public, c'est toi qui en parlais, c'est que ça devient un fait. Donc en parler. On parle du leak, pas des informations du leak. Oui, puis le journaliste est là pour traiter les faits aussi. Oui, bien sûr, c'est son travail. Quoi. Donc, après, comme tu le dis, le fait que ce soit un contenu volé, évidemment, tu vas pas diffuser la vidéo en tant que telle, mais comment ça place les journalistes quand ils font tous un article pour dire Bloomberg a sorti un papier de Schreier qui raconte ça et ça sur le jeu. Pourquoi est-ce que on n'a pas la même réaction, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a l'impression que l'industrie est en train de se rendre compte un peu de ces petits travers là-dessus. Et comme on l'a dit, les leaks, ce genre de leaks, c'est utile à personne en fait, vraiment. Ça fait même du tort globalement, quoi. Et à part pour flatter un peu l'ego de la personne à la source du leak, c'est quoi aussi l'intérêt, quoi. Donc à quoi bon. Bon, moi, vous savez, c'est l'analogie que je donne souvent, c'est quand vous attendez un heureux événement, un enfant, et que vous souhaitez le dévoiler vous-même. Il y a une personne 20 quarts d'heure avant vous qui est venue et qui a dit à tous vos amis, à vos parents et à tout le monde, et machin va avoir un enfant. Voilà, la paternité d'un projet, le fait d'être fier, le fait d'avoir porté pendant des années quelque chose qui nous tient à cœur. Le dévoiler fait aussi partie du process. Oui, puis le dévoiler de la manière dont tu veux et sous le jour que tu as choisi. Parce qu'évidemment, GTA 6, Rockstar n'avait pas envie que la première fois qu'on voit quelque chose, c'était sous cette forme-là. Oui. Alors évidemment, il y a aussi des mecs qui se sont insurgés, qui connaissent pas grand-chose, qui ont dit c'est moche et tout, sans savoir évidemment que c'est le cas des gens en développement. Mais là aussi, ça met, je trouve, un paradoxe sur tout le monde. Et là, je parle de la presse, influenceurs, et même nous, tous les commentateurs de jeux vidéo au global.
c'est cette méconnaissance quand même des processus de développement qui, je trouve, empêche d'avoir des commentaires assez pertinents et pédagogiques aussi sur ce genre de choses. Je trouve qu'on a atteint un peu nos limites, et encore une fois, je me mets évidemment là-dedans, donc ça serait, je trouve, pas mal aussi que les commentateurs au global aient un peu plus, peut-être, aient eu l'occasion de savoir un peu plus comment ça se passe, quoi, la création d'un jeu, quelles sont les étapes. Là, tu vois, on parlait du vol du code source, partiel ou intégral, et on a du mal à imaginer les répercussions que ça peut avoir, en fait, tout bêtement. Je suis assez d'accord, et on aura peut-être l'occasion d'en parler prochainement, dans une future émission ou autre, mais on voit beaucoup les développeurs eux-mêmes prendre la parole, donc ça c'est une très bonne chose, et peut-être que eux vont mettre en avant leur savoir, leur connaissance, et un petit peu nous éduquer à tous, public comme commentateur. Kojima qui a son podcast, il y a Arada qui a fait des vidéos, Sakurai qui a sa chaîne YouTube, évidemment. Cool. Mais c'est vrai que là aussi certains ont pointé que l'industrie du jeu vidéo était aussi très mystérieuse, et que ça permettait pas justement de connaître un peu l'envers du process. Mais encore une fois, quand t'annonces ton jeu 3 ans sa date de sortie, et que ce que tu montres c'est une vertical slice, un truc qui a l'air de ressembler au produit fini, et qu'en interne évidemment le jeu n'en est pas à ce niveau, ça serait compliqué de faire rêver les joueurs si tu leur montrais l'état actuel du dev. C'est bien aussi sûr une problématique qui est assez complexe, quoi. Là où dans le cinéma ils annoncent les films 3-4 ans avant, t'as même la date de sortie qui est déjà fixée, mais il n'y a pas encore eu un seul tour de manivelle de tournage, et ils montrent c'est plus comme ça qu'on fait maintenant. Mais donc évidemment, à part montrer un logo ou autre, il n'y a pas grand chose de plus à montrer, quoi. T'as entièrement raison, et je pense qu'on vit actuellement les conséquences de tous ces leaks. C'est que en fait les studios en ont marre que les projets fuitent. Donc par exemple, pour parler d'Ubisoft et Assassin's Creed, ce qu'ils ont fait il y a quelques jours sur leur Assassin's Creed Showcase, quand ils dévoilent le Project Red, le Project Jade, le Project Exe, c'est ridicule. Ils se la jouent Marvel, mais pas vraiment. C'est juste quand il y a le petit insider qui va dire ah là là, Assassin's Creed, Ubisoft travaille enfin sur l'Assassin au Japon, eux ils vont dire oui merci, Project Red on l'a déjà annoncé. Et alors, en fait c'est pénible, donc on se retrouve aujourd'hui, les conséquences c'est les studios, maintenant des années avant ils vont proposer les projets, comme Quantic l'a fait avec Star Wars, comme EA vient de le faire avec son projet Iron Man. Mais là aussi le problème c'est qu'ils vont aussi se retrouver avec une forme de pression où les joueurs vont les saouler pendant 4 ans en disant il en est où Iron Man, chaque conf ça va être il n'y a pas eu Iron Man, je suis déçu. Mais tu parlais de Dead Space, mais je trouve que c'est intéressant comment EA a joué la com là-dessus en dévoilant des coulisses, vraiment des vidéos pour raconter l'intérieur du développement. Et on a eu peut-être 1 an et demi avant la sortie, différentes vidéos qui venaient... Très très longues, plus d'1 heure de vidéo avec les créateurs qui vont commenter des builds en cours où en fait justement on va voir un niveau de level design sans texture. Alors c'est à double tranchant, c'est très intéressant, mais tu peux avoir aussi un point de vue un peu extérieur, que le mec il dit mais c'est quoi ce jeu ? Oui, c'est pas plus beau que les premiers Dead Space, mais c'est là où les joueurs manquent évidemment de maturité aussi, quoi. Oui, et on revient sur ces fameux studios et développeurs qui prennent eux-mêmes la parole. Nous on trouve ça vraiment super intéressant, et voilà, c'est quelque chose qu'on encourage, et peut-être qu'on en reparlera prochainement. Voilà, pour GTA 6, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter là-dessus ? Non, c'est bon. Gros quand même événement, ça c'est quand même pas tous les jours. Espérons que ça ne se reproduise pas. Je garde la parole et je vais vous parler de toute autre chose, de JRPG. Quel JRPG choisir ? Parce que en fait il y a beaucoup d'actu autour du genre en ce moment. Il y a beaucoup de sorties. On a un Square Enix par exemple qui s'emballe, qui prévoit des JRPG tous les 2 jours. Et donc du coup avec des titres, des jeux de cette ampleur, et vu le planning, c'est un petit peu impossible de tout faire. Je vais donc vous parler de 5 jeux qui vont sortir dans les 7 semaines à venir, pour ainsi un petit peu mettre de l'ordre dans nos agendas. 5 jeux en 7 semaines. 5 jeux qui vont sortir dans les 7 semaines. Et je sais même pas si je suis exhaustif, c'est 5 jeux qui vont... moi qui m'intéresse, et j'espère qu'ils vous intéresseront un petit peu aussi. On va commencer avec Star Ocean, The Divine Force, la force divine. Je ne ferai pas l'ensemble de ce podcast en bilingue. Un jeu qui va sortir le 27 octobre. Alors, Star Ocean, c'est le nouvel épisode, le 6e de la série de Tree Ace. On en parle dans le dernier Level Up. Vous savez qu'on a Level Up, une collection qui parle que de JRPG. Donc, le dernier dossier en date, le numéro 4, les vrais savent, s'intéresse à tout ce qui est Star Ocean. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette saga, n'hésitez pas. Alors, perso, moi, je suis assez attaché au second épisode, le
premier épisode qui est sorti sur PlayStation, le premier, donc second épisode. Comme par hasard. C'est un action RPG avec de l'espace, donc c'est pas forcément dans l'espace, il y a l'univers de l'espace, il y a de la science-fiction, il y a les synthés de Sakuraba, alors tout ça c'est un cocktail qui va un peu caractériser la série. Mais bon, pour ce 6e épisode, le premier truc qu'on voit un petit peu, c'est les héros, et son héros qui s'appelle Raymond. Je pense que c'est quelque chose qui est assez remarquable, qui a un design, à mon sens, qui est horrible. Je le trouve vraiment moche, j'en suis désolé. Et quelque chose qui m'étonne, c'est que son rendu 3D est vraiment pas très glorieux, et je me pose la question, c'est pourquoi ils ont gardé ce design une fois que tout ce qui est concept art et chara design a été posé. Comment ça se fait qu'une fois qu'ils l'ont transposé en 3D, ils ont continué à conserver cette coupe mulet, tout ça? Ouais, parce que c'est quand même Akiman qui fait le chara design, et les artworks en 2D sont super classe. Mais comme tu dis, c'est qu'en tant que dev, quand tu transposes ça en 3D et que ça fonctionne pas du tout, faut te remettre en question un petit peu, quoi. Et je me demande si c'est pas la raison, hein, c'est justement Akiman, donc la personne qui a créé Chun-Li, Guile, qui a redesigné Street 3 New Generation, donc sur Ryuken. Quand tu demandes à Akiman de faire le chara design, est-ce que quand il te pond un truc qui est magnifique, avec certes un très très beau rendu au crayon, mais une fois rendu en 3D, la coupe mulet ça passe moins bien, est-ce que tu peux lui dire faut tout refaire ou faut refaire quelque chose? Est-ce que du coup ils avaient pas la pression, ils avaient demandé un grand nom? Tu sais, on transcrivait les artworks d'Amano en petits tas de pixels, hein, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Après, c'est pas tant de modifier le design, mais de modifier la technique que t'emploies pour ça, quoi. On voit que là, la 3D, elle est en mode vraiment old school, très poupée de porcelaine, toute lisse et inexpressive. Pourquoi pas faire du cel shading? Pourquoi pas tenter autre chose, tu vois, une approche. Mais j'imagine que changer la coupe de ton héros a moins de conséquences que changer peut-être tous les process graphiques. Justement, graphiquement, on va en parler. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est assez froid, tu l'as dit, pas de texture, quelque chose qui est sûrement volontaire, parce que voilà, on est quand même dans l'univers de l'espace. Il y a je pense quelque chose au niveau de la tonalité qu'ils ont voulu faire. Ça vous donnera l'occasion de voir quelque chose qui ressemble à Xenoblade 3, mais en version PS4. Alors attention, je parle pas d'esthétique, je parle de technique. Même si, franchement, on peut voir des beaux panoramas, des ciels colorés, il y a un petit peu de poésie dans ce Star Ocean 6, alors c'est pas Xeno, mais quand même, il faut l'avouer. Le parallèle avec Xenoblade 3, désolé, mais il sera pour moi assez fréquent sur ce Star Ocean. Il y a un système de combat qui est action RPG, alors pas du tout en MMO offline, comme peut l'être Xeno 3, mais c'est des combats à plusieurs, où on va gérer en fait un petit peu les intentions des alliés, tu vas donner des ordres, mais c'est pas super intuitif pour passer d'un allié à un autre, c'est pas très très ouf. T'as une gestion des combats avec des points d'action un petit peu comme les Tales of. Un truc qui est sympa, c'est qu'en fait, très rapidement dans le jeu, tu vas pouvoir voler. En fait, tu vas avoir une espèce de compagnon robot qui va t'accompagner. Super. Et en fait, il va te permettre de voler et de planer, et donc ça va apporter vraiment beaucoup de dynamisme dans l'exploration, mais dans les combats, tu vas pouvoir t'en servir pour, par exemple, les ennemis qui sont très très grands, tu vas pouvoir leur taper la tête, et ça va apporter vraiment pas mal de verticalité dans l'exploration. Ouais, c'était un peu la seule promesse finalement qu'avaient dévoilé les trailers, le seul truc qui titillait un petit peu, quoi. Ce côté exploration un peu libre avec ce module, et même si c'est dans les combats aussi. Ouais, c'est ça, c'est assez sympa. Mais est-ce que c'est ce qu'on imagine, ou est-ce que c'est beaucoup plus limité quand même? C'est assez limité, en tout cas au début, c'est que voilà, tu peux pas voler tant que tu veux, t'as vraiment un temps qui est assez court, mais quand tu as une grande falaise devant toi, tu vas pouvoir vraiment sur quelques mètres avancer, puis après planer, avoir des très très beaux panoramas, ce qui va un petit peu inciter cette exploration qui ressemble aussi à Xeno 3. On n'est pas dans un monde ouvert, mais tu as vraiment des grandes plaines, des grands hubs avec quelques couleurs fluo, un petit peu de loot, tout ça. Ça va représenter un petit peu cette exploration-là, c'est assez agréable. Hélas, sur le parallèle avec Xeno 3, on continue avec un HUD qui est assez bouché, où tu vas pas très bien comprendre sur quoi tu tapes, parce que tu as vraiment beaucoup d'informations à l'écran qui vont un petit peu obscurcir tout ton HUD. Ça, c'est un petit peu dommage. En revanche, c'est l'anti-Xeno 3 pour tout ce qui est de la mise en scène. Là, c'est Xeno 3 brille. Là, ça peine un petit peu. Ça n'a jamais été tellement la force des Star Ocean. Non, pas trop. Alors, j'ai pu faire les premières heures. Alors, c'est de la mise en bouche. On va pas avoir de bilan là-dessus. Mais le début, faut l'avouer, il est pas tonitruant. Un truc qui est marrant, un truc qui est marquant, c'est qu'on incarne, en tant que héros avec Raymond, celui qui va s'écraser dans un monde inconnu. On est la menace, on est l'inconnu. Et en fait, c'est nous qui sommes avancés technologiquement, et on arrive chez les ploucs, tu vois. C'est eux qui te donnent une épée pour te battre, et toi, tu comprends. En tant que héros, tu fais, mais c'est quoi ça? Alors que d'habitude, et on va le voir dans les prochains jeux, souvent, le truc qui vient du ciel, c'est pas nous. Alors le prologue, dans sa globalité, c'est un petit peu la cata. Le tuto, il est catastrophique dans le sens où en fait on a tous les systèmes à assimiler d'un coup. Il y a très très
progression en fait au niveau de ce qu'on doit assimiler qui est pénible, et ça on va voir que c'est très habituel dans les JRPG, c'est vraiment une catastrophe. On a du Sakuraba, Star Ocean, il est chaud. Au début ça fait bizarre parce qu'il y a un moment de tension où alors tu vas avoir un Sakuraba qui est trop chaud alors que toi t'es en train d'explorer, mais ça c'est intéressant, pour ceux qui aiment, ils vont retrouver leurs chaussons. Alors, à mon goût, il y a trop de parallèles avec Xeno 3, des choses que j'aime moins dans le JRPG, donc c'est pas vers lui que je vais aller, dans cette chronique où je vais vous dire un petit peu dans tous les JRPG à venir vers quoi s'orienter. Alors, si vous avez pas de Switch et vous avez pas pu faire Xeno 3, ça peut être un palliatif qui est assez intéressant. Si vous avez la Switch, moi je vous conseillerais d'aller plutôt vers Xeno 3 si vous avez un choix à faire, parce que le jeu de Monolith est à mon sens bien supérieur, en tout cas de ce que j'ai vu. C'est vrai que tu avais fait une chronique sur l'onboarding, le début des jeux, la first hour experience, comment le jeu t'introduit dans cet univers. Rien que là, pour ces jeux, je pense qu'il y aurait un hors-série à faire en mode JRPG, tuto, comment décourager quelqu'un. Ouais, parce qu'en fait, dans tous ces JRPG, et on va le voir, tous se cassent la gueule, c'est qu'ils font un onboarding nul, mais tous de façon différente. Et alors, chacun à leur manière. Chacun à leur manière, c'est ça qui est beau. Ils arrivent à bien se planter, et c'est assez intéressant. Et le prochain jeu que nous allons traiter se casse la gueule aussi, c'est Valkyrie Elysium qui sort lui le 29 septembre. Alors Valkyrie Elysium, c'est quoi ? C'est le nouvel épisode de la série Valkyrie Profile, un jeu de Tri-Ace encore. Alors vous allez voir que les croisements dans tous ces jeux sont fréquents. Alors c'est un jeu qui arrive après Valkyrie Profile Silmeria, c'était le 2, Covenant of the Plume, le tactique sur DS, et Valkyrie Anatomia, donc The Origin, le jeu mobile. C'est Tri-Ace qui a créé la série, mais je crois que c'est pas eux qui sont sur le dernier épisode, là, il me semble. Sur celui-là ? Ouais. Non. Alors, pour ce qui est de l'histoire, on sait peu de choses. L'histoire, elle est posée en 3 secondes avec autant d'écrans fixes qui vont te raconter en substance qu'est-ce que la mythologie nordique, Odin, le Ragnarok et bien sûr les Valkyries. Alors nous, on incarne Maria, donc une nouvelle Valkyrie qui est en lutte avec Fenrir, qui est lui-même sous les ordres d'une méchante Valkyrie. Alors les mystères sont de mise, mais on n'en sait pas plus. Si vous venez pour l'histoire, franchement, c'est mal barré. Repartez. La qualité du prologue, elle est pas ouf, pareil, parce que pire tuto, c'est-à-dire qu'au début, on te balance tout, et pire que ça, c'est qu'on va te balancer dès le début du jeu des fonctionnalités qui n'arriveront que plus tard dans la démo, dans le début du jeu, genre au bout de 2 heures et demie, et ça, pourquoi ne pas nous donner les trucs au fil de la progression ? Comment se tirer une balle dans le pied et créer de la frustration. Ah ouais, vraiment, et même créer tu vois, une charge mentale inutile. Pourquoi tu me parles de ça alors que je l'aurai que dans plusieurs heures ? Bref, encore un onboarding de qualité. La musique, Sakuraba, il est encore là, même s'il est un petit peu en retrait sur cette démo avec des longues plages d'exploration où la musique boucle, c'est pas ouf. Sur Valkyrie Elysium, tu l'as joué aussi, tu vas pouvoir nous en parler. Moi, j'ai fait plus ou moins 3 heures, t'as même des quêtes annexes à la fin qui sont dispo, t'as un boss, tu peux continuer à zoner à la fin, mais il se passe pas grand chose. 3 heures, c'est néanmoins suffisant pour constater que le tout est assez vide et assez moche. On est sur du niveau PS3 et franchement, je suis sympa. Un level design qui n'est pas là, il est absent, il s'est barré. Qu'est-ce que t'en penses ? Juste, voilà, level design technique, qu'est-ce qui est devant nos yeux c'est ces fameux jeux un peu top budget, quoi, qu'on se retrouve avec. Ils font avec ce qu'ils peuvent, les pauvres, parce que voilà, il y a pas grand-chose dans les caisses. Donc, c'est peut-être le prix à payer pour voir un nouveau Star Ocean, pour voir un nouveau Valpro. Un petit cel shading, un peu rapide. Ouais, un espèce de contouring un peu bizarre, très marqué sur les décors. Alors moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le filtre gris qui atténue toutes les couleurs, parce que bon, je veux bien que t'aies pas d'argent, mais les couleurs, c'est gratuit quand même, donc... Est-ce qu'ils ont pas eu pour intention de donner un petit peu un aspect morne, un petit peu décadent, parce que Valkyrie Profile, c'est quand même quelque chose qui est assez triste. C'est vrai que c'est pas la gros délire, la joie, mais après, comme tu l'as dit, c'est le level design aussi qui est problématique, parce qu'en gros, la démo couvre le tuto et le premier niveau. Si c'est un préambule de tous les niveaux qui nous attendent ensuite, ça va pas être le jeu le plus excitant du moment, quoi. Il se passe pas grand chose, on ne croise pas grand monde. Vraiment, c'est vide. En revanche, il y a un point qui est positif, c'est les combats. Les combats, ils sont simples dans le sens où ils sont efficaces. Et ça, efficace et simple, c'est pour moi vraiment une très bonne chose. On est sur de l'action RPG qui est assez véloce, on n'est pas au niveau d'un beat'em up 3D, alors c'est pas DMC, Devil May Cry, ni Bayonetta, mais ça répond très bien, c'est très plaisant. On peut avoir plusieurs armes, on va jouer sur les éléments, donc foudre, feu, glace, très classique tout ça, et on va profiter évidemment du coup des faiblesses élémentaires des ennemis, et donc le truc qui est sympa, en plus, et contrairement à Star Ocean, c'est qu'on est en solo, c'est-à-dire que tu as ta Valkyrie et tu te bats tout seul
en tout cas presque. T'as des fois des guerriers qui vont t'aider, que tu vas invoquer. Donc c'est le principe des Valkyries. Tu vas un petit peu les libérer et donc après ils vont t'accompagner. Mais ils sont juste là pour taper. Et ça c'est trop bien. Tu vois, c'est que t'es en solo, t'as pas des ordres et tout machin. Ça m'a joli parce que t'as skippé le nom mythologique des guerriers que je ne saurais pas dire non plus. Tu sais que j'ai demandé à Ludo, qui est là cette semaine avec nous, on le salue et lui, voilà, il adore Valkyrie Profile et c'est un spécialiste et il me l'a dit sans sourcil. Il me fait mais ça se prononce comme ça. Ça ressemble à Eyanyar vaguement. Je ne le tenterai pas, mais voilà, c'est intéressant parce qu'au niveau des combats, eux, ils vont pouvoir même t'apporter en fait une faculté élémentaire. Donc tu vas avoir le mec de glace qui va en fait mettre de la glace sur ton épée et par exemple sur l'exploration, ça va aussi un petit peu renouveler. T'as ce personnage secondaire qui va te permettre de faire une plateforme et aller un petit peu plus loin. Ouais, c'est un peu un côté striker dans un jeu de baston quoi, que t'invoques ponctuellement, voilà. Qui font leur taf et qui s'en vont. Ouais, c'est ça. C'est très simple mais vraiment très efficace. Moi je vois ça de façon très positive. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon feeling quand tu joues à la manette. Ça répond bien. Ouais. Alors les combats, c'est le contraire du système d'expérience. Les combats sont simples et agréables. Le système d'expérience est compliqué pour rien. Alors c'est pas grave, je vais même pas vous l'expliquer ce système d'expérience, mais j'en parle parce que je trouve que c'est le mal d'une époque et surtout le mal des JRPG, c'est-à-dire que c'est une complexité qui est inutile. Alors pour montrer qu'un système est profond, en fait, ils vont ajouter couches et surcouches et des fonctionnalités dans les systèmes de combat ou autres, comme ici l'expérience, encore et encore, et ça vraiment je trouve ça ultra pénible. Et là ce système de combat là est simple et je trouve que c'est une belle illustration de franchement faire simple ça peut aussi fonctionner. Ça sert à rien de montrer que y a 10 000 trucs qui servent à rien. Ça me j'aime pas trop. Alors ce Valkyrie, je pense que c'est un peu une déception à venir pour les fans, mais c'est un jeu qui est plaisant et j'ai l'impression qu'on va tous être un peu conciliants. Moi, le premier, et je sais pas pourquoi. Perso, j'ai super envie d'y jouer, mais concrètement, je me l'explique pas. Il a quasiment que des défauts. Il est assez pauvre. Je vois pas trop les filiations avec les Valpro. Il est certes agréable, mais bon, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Déception pour les fans, je pense que les fans n'en attendaient pas grand-chose, en fait, parce que la licence Valpro sortie du premier épisode qui est culte, voilà, ça reste quand même assez moyen au global. Après, c'est vrai que, bon, toi, je sais que t'es pas le plus grand fan du premier Valpro, mais celui qui a aimé cet épisode-là, je sais pas s'il va s'y retrouver, parce que tout le côté scénario, le côté tragique, les émotions et tout, pour l'instant, on les a pas trop vus dans ce nouvel épisode. Donc, alors, il y a un collectible dans ce jeu, c'est des fleurs bleues, et en fait, à chaque fleur, il y en a beaucoup, c'est-à-dire que dans les premiers niveaux, t'en as peut-être 27, et à chaque fleur bleue, t'as une petite histoire qui t'est contée, qui est censée être triste. Petite histoire, oui, c'est des en fois 3 lignes. Voilà, mais bon, c'est censé être une mort tragique, ouais. Là où les premiers Valpro s'articulaient autour de ça et c'était assez poignant. Là, c'est pas trop le cas, à voir, du coup, peut-être pour la suite, mais bizarrement, j'ai envie d'y jouer. Ouais, après, je sais pas si qu'on en parlait, mais c'est que j'ai l'impression qu'on se dirige vers une sorte de Nier répliquant un peu dans le côté technique, le côté gameplay, où c'est un beat'em up ultra simplifié, le côté gris. Après, il va certainement manquer un peu l'histoire et les twists de Taro Yoko. Donc à voir, comme tu dis, moi c'est vrai que je n'ai pas passé un mauvais moment aussi, mais voilà, si le jeu c'est juste dupliquer les donjons qu'on a vus, je pense qu'il me tomberait des mains très très vite, quoi. À voir. Intriguant, en tous les cas, qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir? On change, alors quasiment du tout au tout, on va parler de Harvestella, cette fois, qui sort le 4 novembre. Harvestella, c'est quoi? Alors c'est une sorte de Rune Factory de Square Enix. Alors c'est-à-dire que c'est un JRPG simulation de vie agricole. Alors Rune Factory, mon exemple initial, en fait à la base c'est un spin-off de Story of Season qui est devenu par la suite Harvest Moon, et là vous comprenez tout de suite pourquoi, où je veux en venir. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors pour vendre sa nouvelle licence, Square Enix en fait a emballé un petit peu son jeu façon Final Fantasy, ce qui est, il faut l'avouer, un petit peu le cas de tous les jeux Square Enix, le côté un petit peu sobre des jaquettes, ou en tout cas des écrans titres, comme il n'y a plus de jaquettes maintenant. Par exemple, tu vois, un truc tout bête, c'est que tous les jeux de la team Asano, ils sont liés par une même police d'écriture sur fond noir, Triangle Strategy, Bravely Default, Octopath Traveler, et d'autres peut-être. Par contre, faut mettre en prison celui qui choisit les titres, quoi, parce que là c'est bon, c'est plus possible. On va arriver sur Various Day Life, mais c'est particulier. Et par exemple, l'artwork de Harvestella, il ressemble beaucoup à un Final Fantasy, alors du moins dans sa composition, on a quasiment un pastiche de Amano, avec un fond blanc, une illustration mystérieuse pour laquelle on aura toutes les réponses à la fin du jeu, j'imagine. Mais bon, le logo façon Final Fantasy, tout le monde copie. Edge of Eternity, un jeu français, l'a montré il y a pas longtemps, vraiment, c'est allez voir Edge of Eternity, t'as l'impression que c'est du FF. Mais bon, Harvestella a quand même pour lui un style particulier, et là on peut relever la participation au concept art de Isamu Kamikurio,
Kurio. C'est hyper dur à dire. Kamiko Kurio. C'est vrai, on l'a contacté, il t'a répondu? Non. Donc c'est le directeur artistique de FF12, hein, donc il était avec Minaba, mais c'est surtout, il était à la tête seul cette fois des 3 FF13. Donc les grands panoramas très colorés, le cristal qui domine le tout, ses couleurs, tout ça, c'est son impulsion. Donc il faut relever. Et Harvestella, ça raconte quoi? Alors vous allez le voir, Harvestella, le passage des saisons, c'est très important. Ben oui, je vous rappelle que c'est la copie de Harvest Moon qui était précédemment Story of Season. Oui, heureusement que j'ai pris les notes. Franchement, faut suivre. Hein. Alors dans le jeu, il y a chaque saison qui est associée à un cristal. FF, salut, on te salue Final Fantasy, ça met des cristaux partout. Et donc avec le temps, les cristaux, ils ont un peu vrillé, ça a donné naissance à un cinquième cristal qui a donné naissance à une 5e saison, la saison de la mort. Alors c'est l'inverse de l'été, il y a tout qui meurt, hein, il y a les animaux, les plantes et même les gens. C'était l'été 2022 en fait, c'est ça? Et ben exactement, pendant la saison de la mort, dans le jeu, hein, c'est un confinement, c'est-à-dire Covid-19 où il va falloir faire un petit peu nos réserves et il n'y a plus rien, tu peux plus sortir. Et le jeu, il nous met dans la peau d'un héros ou d'une héroïne qui est amnésique, très très original, et on se réveille le jour où une jeune fille s'écrase à non loin de chez nous, façon comète, façon Sauron ou Gandalf, hein, pour ceux qui suivent les Anneaux de pouvoir. Sauron. Donc, rien d'original, me direz-vous, mais néanmoins, plutôt ambitieux, je trouve, en termes de scénario pour un jeu du genre, donc tout ce qui est un petit peu Animal Crossing, Rune Factory, tout ça. Tu vois très rapidement qu'il y a une espèce d'église qui vénère le cristal, un petit peu chelou. T'as des méchants en armure rose pourpre qui vont rappeler des méchants de Xeno 3 qui s'appellent les augures. Ça semble intéressant, en tout cas pour ce pseudo JRPG agricole. Mais ce qui reste vraiment original, c'est la dualité, ou plutôt la complémentarité des deux genres qui sont le JRPG et la simulation de vie. Donc t'as un côté action RPG très basique où tu vas taper, t'as des coups spéciaux et c'est tout. C'est même assez compliqué d'éviter, hein, donc vraiment t'es là pour taper. Bon, t'as quand même des classes de personnages différentes et un arbre de compétences, mais on voit qu'il va être assez riche. Et t'as le côté simulation de vie, plutôt Animal Crossing, où là il faut cultiver, cuisiner, fabriquer des trucs, il faudra revendre des choses pour en construire d'autres, tu peux pêcher, t'as du bétail, il y a beaucoup de choses à faire. Un truc qui est notable, et je l'ai évoqué pour chaque jeu, c'est l'OST, et là qui est composé par Go Shiina. Donc lui, il a bossé sur les Tales of, sur Taken, Ace Combat, Code Vein, il a fait tout seul. Donc c'est le gars sûr de chez Bamco. Et là, c'est assez intéressant, je trouve, parce que t'as des thèmes très forts, méga marqués avec des cœurs. Ça s'emballe pour pas grand chose. T'es là, tu fais rien. T'es en train de ramasser tes navets, là. Et en fait, derrière, t'as des cœurs. C'est assez rigolo. Mais en fait, ça fait assez à l'ancienne avec des thèmes très marqués. Ça fait un petit peu plaisir. Et donc, ce compositeur, Go Shiina, c'est aussi le compositeur de Various Daylife, un jeu Apple Arcade qui est sorti en 2019, mais qui vient d'être dispo là, sur console, et j'ai pu le commencer, et j'en profite pour vous en dire un mot, et c'est là l'inception de Critique dans la critique. Je vais vous parler vite fait de Various Daylife. Donc c'est un jeu de la Team Asano, vous savez, avec le fond noir, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là, en fait, donc les jeux de la Team Asano, on le rappelle, lui, il chapeaute, il produit de loin des titres qui sont développés par d'autres studios, et là, le studio qui crée justement Various Daylife, c'est Doki Doki Grooveworks, c'est le studio japonais qui fait Valkyrie Anatomia, le jeu mobile. Oh là là, on retourne sur nos pattes. Alors j'ai joué que quelques heures, hein, et donc c'est un jeu qui semble assez long, assez riche, mais très commun, tu vois. Il ressemble vraiment à ce que tu imagines d'être un jeu mobile classique, un jeu qui est fait à la chaîne avec du contenu, mais qui semble être là pour durer longtemps, tu vois. T'as un système de planning journalier, et le système d'argent, il est aussi ultra important. Bon, t'as un système de combat au tour par tour façon Dragon Quest, mais de l'époque, où en fait tu vois les ennemis et toi t'es en vue subjective, mais t'as pas d'exploration. C'est-à-dire que quand tu pars à l'aventure, tu vois tes personnages sur un plan en 2D qui marchent tout seuls et qui perdent de la vie. Et en fait, tu vas de combat, tu fais rien, t'attends, tu regardes. C'est un peu jeu mobile limité là, ouais. Qui intervient. Mais il y a une chose intéressante, et c'est pour ça que je vous en parle, et c'est vraiment très cool, c'est que son système d'exploration des villes est aussi sur un plan 2D, mais ça, je trouve ça habituellement anti-immersif, hein, tu vois, les premiers Val Pro, on en parlait, mais Astray Ascending plus récemment, ou Indivisible, ou Crystales, c'était pareil sur un plan 2D, moi j'ai du mal à me projeter, à m'immerger, parce que justement c'est sur un plan 2D. Et ben là, dans ce jeu, t'es toujours sur un plan 2D, mais t'as des mouvements de caméra vraiment qui vont donner, tu vois, de l'épaisseur, de la profondeur au décor. C'est vraiment trop bien. Juste cette idée de la constater, c'est sympa. Après, le jeu, je vous le conseille pas. En tout cas, si un jeu Apple Arcade arrive sur console, avec même une petite primeur sur Switch, moi je croise les doigts pour que Fantasian, le dernier jeu de Sakaguchi, arrive peut-être. C'est le seul truc. Je me dis, c'est un motif d'espoir. Peut-être. On retourne sur Harvestella. Donc,
Pardon. J'ai mis la clim en loose day. J'ai eu peur, j'ai entendu un truc. Donc, Harvestella, graphiquement, un jeu sur Switch qui est, ma foi, plutôt beau, plutôt riche. Alors, en mode portable, c'est un petit peu tout flou. Je l'ai essayé en docké et portable. En portable, c'est vraiment... t'as l'impression que t'es sous l'eau. Mais il est vraiment plus joli et il est surtout vraiment plus riche que Valkyrie Elysium, qui est lui un jeu sur console de salon. Alors que la Switch, voilà, c'est salon et portable. Je te laisse seul responsable de tes propos. Voilà, quand je l'ai dit, je me suis dit, mais t'es bête, la Switch, elle est aussi. Mais étonnamment, il est extrêmement riche, tu vois, il se passe des trucs, visuellement, c'est assez classe. Après, hélas, on est sur Switch, donc t'as des temps de chargement qui sont assez importants. Et là, le système de jeu fait que il est en cycle. Et donc, par exemple, tu as vraiment, je vous l'ai dit, un système de saison, un système de jours. Et en fait, chaque jour est assez court. Donc, tu te tapes des chargements à chaque journée, à chaque passage dans une maison, à chaque passage de plan. Dès que tu changes, tu sors de ton jardin, t'as un temps de chargement. Et ça, vraiment, c'est assez pénible. C'est un petit peu dommage. Moi, j'ai pu faire les 2 premiers chapitres. Le premier qui est assez long, un chapitre d'exposition et de présentation, c'est normal. Et le chapitre 2 qui va donner un petit peu le ton de l'aventure, même si j'ai un petit peu du mal à voir comment ils vont pouvoir allier les deux versants, tu vois, le côté JRPG et le côté gestion, parce que comment tu fais cohabiter une grande aventure qui implique du voyage et de la gestion façon Animal Crossing dans lequel c'est quelque chose qui est plutôt sédentaire. Carrément. Et ça, j'ai un petit peu de mal à voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, on sent vraiment qu'il y a de l'ampleur, qu'il va y avoir du contenu qui est énorme. Il y a plein de trucs à faire, de l'agriculture, de la revente. Tout le côté gestion, il a l'air ultra riche. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que faire 2 choses à moitié, JRPG gestion, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de faire 2 choses mal? J'en sais rien. En tout cas, moi, celui-là, je vais pas me lancer parce que le but de la rubrique, c'est qu'on voit que des JRPG, il y en a beaucoup. Celui-là, il sent bon le truc massif, quoi. J'ai l'impression que ça va être costaud, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que les simulations de jardinage, entre guillemets, sont revenues à la mode avec Stardew Valley, qui a cartonné, et on a vu, même dans le Nintendo Direct qui a annoncé Harvestella, enfin, qui a remontré Harvestella, on a vu beaucoup de jeux du genre. Nouveau Rune Factory aussi. Et c'est vrai que ça peut être un moyen, peut-être malin, de Square Enix, comme on l'a dit, d'initier les gens vers ce genre qu'ils connaissent peut-être pas, par le prisme de la carotte JRPG que les mecs viennent chercher. À voir, en tout cas, vous me direz si vous allez vous lancer, ça sera sûrement pas mon cas. On va attaquer le dernier et finalement 5e jeu de ce listing, c'est The Diofield Chronicle, qui lui va sortir aujourd'hui. Voilà, il est dispo maintenant. Une nouvelle IP, et ça fait quand même plaisir, une nouvelle IP. Alors, très bizarrement, alors je sais pas si c'est chez Sœur dans la rédac, mais j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu tous hypés sur ce jeu. Je sais pas pourquoi, parce que c'est quand même le studio Landcars qui le fait, et c'est le studio qui a fait Monarch, qui est sorti au début de l'année, des restes de la team SMT, tout ça. C'est le sous-SMT. C'est le sous-Persona SMT. Donc, tu vois, tu te dis pourquoi on s'est hypé là-dessus. Alors, Diofield Chronicle, c'est un tactical RPG, mais est-ce que c'est vraiment ça? Square le nomme comme un RTTB, un Real-Time Tactical Battle. Ils sont toujours marrants avec leur système de jeu. Alors, on va voir ça, le système de combat, juste après. On va parler d'abord de l'histoire, car ça m'arrange au niveau des transitions, en fait. L'histoire, je vais pas vous la résumer, parce que vous allez tout oublier au bout de 10 secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est question ici de conflits géopolitiques entre différentes nations, différentes familles, et au milieu de tout ça, il y a une matière première, ici le jade, qui va servir aussi à la magie, et c'est pour cette ressource en fait que se déchirent les belligérants. En gros, c'est l'amorce de Diofield Chronicle, mais c'est la même pour Triangle Strategy, et c'est la même pour beaucoup de tactical. On est sur du classique. À la différence qu'habituellement pour les jeux du genre, c'est l'aspect un petit peu macro-gestion qui va prédominer. On parle de pays, on parle de troupes, alors qu'ici il est plutôt question de micro-gestion. On est sur 4 personnages, une unité d'élite, et c'est ces actions qui vont avoir des conséquences plus larges sur le long terme, mais on est plus sur le penchant plus micro. Et justement, ce penchant plus micro que macro va aussi se sentir dans les combats. Alors pour vous faire une idée, Nico, tu as pu y jouer, donc t'hésites pas à intervenir si t'es d'accord ou pas. On est plus sur un système proche de Mario et Lapin Crétin 2, donc le Sparks of Hope qui va sortir, que sur du FF Tactics. Tu vois, en fait, l'espace de jeu est libre, tu peux déplacer tes unités un petit peu comme tu veux, mais il n'y a plus de quadrillage. Ouais, il y a un petit côté RTS, ultra light, comme tu l'as dit, parce qu'on est sur de la micro-gestion de 4 unités max, a priori. Mais voilà, il y a pas ce côté tactique d'alternance, c'est vraiment, tu lances tes mecs avec un ordre, et ils vont taper le gars d'en face jusqu'à ce que le mec ait plus de vie, quoi. Alors, on utilise aussi une sorte de pause active, tu vas jongler entre les persos pour choisir les coups spéciaux, et tu vas attendre que le cooldown, chaque coup spécial a un cooldown, donc c'est-à-dire que tu l'utilises, il y a un temps donné qui doit
se passer avant de pouvoir réutiliser le même coup. Alors on contrôle tous les héros en même temps et en fait on saute de l'un à l'autre pour choisir leur attaque spéciale, un petit peu comme FF7 Remake dans le dynamisme, c'est-à-dire que vraiment tu les as tous en même temps. Et la gestion de l'espace, je trouve qu'elle est assez importante et plaisante, surtout pendant les boss, parce que tu vas pouvoir vraiment encercler les ennemis, faire des sortes de pseudo-stratégie dans le sens où tu vas prendre sur tes 4 personnages 2 sur la gauche, 1 sur la droite, l'un qui va rester un petit peu en retrait parce qu'il est magicien ou il est archer, et en plus après, un peu plus tard dans le jeu, tu vas jongler avec les capacités de tes troupes, c'est-à-dire que tu as dans cette unité spéciale 4 personnages, et en fait tu vas, chacun de ces personnages, tu peux le coupler à un autre héros, et donc par exemple tu peux faire un cavalier archer, un guerrier, enfin un chevalier mage. Et donc du coup, tu vas pouvoir vraiment utiliser les coups de chacun de tes 2 protagonistes, et ça c'est vraiment cool. Ça donne vraiment du dynamisme. Et ce côté micro-gestion, j'aimerais le coupler aussi à sa narration, que je trouve assez dynamique. Alors l'histoire, elle nous racontait sous 3 formes. T'as une première forme, une façon un petit peu tableau, avec des animations en taches de peinture, aquarelle, très très jolies. T'as la façon classique des JRPG, avec des dialogues, avec les portraits et des cases. Et donc là, la direction artistique et le chara-design ont été faits par Kamiko Kurio, encore lui, le mec doit rester là. Mon Dieu. Tout est lié. Et t'as la dernière façon, pour raconter cette narration, des cinématiques en moteur de jeu. Alors c'est pas magnifique, hein, mais du coup la variété de ces 3 narrations, je trouve, vont donner du dynamisme. Le tout est doublé en japonais, en anglais, traduit en français, ça c'est de la bénédiction, hein, genre, tout est traduit en français, et du coup je trouve que la narration elle passe bien, parce que en fait le titre va nous mettre tout de suite dans l'action. Alors ça parle beaucoup, c'est vrai, mais en comparaison peut-être à d'autres tacticals, c'est un petit peu le jour et la nuit. Nico, toi qu'est-ce que t'en as pensé de cette première heure? T'es pas forcément d'accord avec moi? Ouais, alors j'ai fait juste la première heure, comme tu le dis, de la démo, donc t'es allé plus loin que moi. Je trouvais que ça parlait, en 1 heure, j'ai pu faire que 2 combats, donc les combats ils durent 5 minutes, hein, donc c'est pas très très long. Mais c'est aussi les dialogues, je trouve que les mecs parlent pour un peu rien dire, tu vois, donc je trouve l'écriture des dialogues, au stade où j'en étais, un petit peu pas terrible, quoi. C'est marrant, hein, des fois c'est comme la température réelle est ressentie. Moi j'ai pas du tout eu ce sentiment, je trouve vraiment que y a un vrai dynamisme. Alors peut-être que c'est la variation des narrations qui m'a donné ça, mais je trouve que tout va de l'avant. T'as un dynamisme aussi des combats, c'est-à-dire que tu as dit que dans la première heure il y a peu de combats, mais le premier combat arrive tout de suite, c'est-à-dire que là t'es in media res, hein, ce qui n'est pas du tout le cas des autres JRPG. T'as aussi tout est punchy, t'as des invocations, donc tu peux avoir Bahamut. La séquence de Bahamut elle dure montre en main 3 secondes, donc tu vas invoquer quelqu'un, boum, il défonce tout le monde, il repart. T'as vraiment un grand dynamisme comme ça, et moi vous savez que les prologues, hein, et le blabla ça me saoule, et là je trouve que c'est plutôt une bénédiction, même si vous avez vu qu'on a peut-être deux avis un petit peu différents. Alors on a évoqué Kamiko Kurio pour tout ce qui est chara design et tout, mais des grands noms, il y en a d'autres. On a parlé des bandes son, et là étonnamment il y a des grands noms, mais pas japonais. Donc il y a Ramin Djawadi et Brandon Campbell, donc sur la composition, donc le duo de Game of Thrones, et là qui fait une composition pour le coup un JRPG plutôt différent de ce qu'il fait ailleurs, plutôt moderne, plutôt Zimmer. Il faut savoir que c'est 2 minions de Zimmer, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont pas forcément tous appréciés. Tout ça au global, alors pour vous dire que moi je suis allé plus loin, le jeu sort aujourd'hui, là vraiment j'ai quand même bien avancé, j'ai eu la chance de le faire. Moi c'est carrément mon coup de cœur, et si j'avais un choix, donc on arrive un petit peu sur la conclusion, si j'avais une échelle de hype à un petit peu établir, Theophile Chronicle ça serait carrément en premier. Top 1 quoi. Top 1. Surtout le fait qu'il est déjà dispo là, donc si ça vous branche, vous pouvez aller l'acheter, et on va voir un petit peu sur cette échelle de hype qu'est-ce qui va venir derrière. Bizarrement, Valkyrie Elysium qui sort le 29 septembre, donc là je vais vous redonner les dates, donc sortez les agendas. Valkyrie Elysium je le mettrai en 2, on a alors c'est la semaine prochaine quand même, donc ça arrive assez prochainement. En tout cas, si j'avais un conseil à donner, c'est essayer Scarlet Nexus. Je trouve qu'il est meilleur en tout point, même s'il est extrêmement cliché, mais au niveau du dynamisme des combats, de l'originalité, de la nouvelle franchise qu'est Scarlet Nexus, je trouve ça intéressant, donc pourquoi pas faire un parallèle. Après, il y a Harvestella, donc lui qui sort le 4 novembre. Je pense que lui, je vais pas m'y jeter. Star Ocean 6, lui c'est le 27 octobre. Je pense que lui, je le ferai pas non plus, trop proche de Xeno 3 que j'ai peu apprécié. Et Various Day Life, lui qui est dispo. Alors, primeur sur la Switch, il est arrivé sur PS4, il est dispo depuis 2019 sur Apple Arcade. Je ne le ferai pas non plus. Après voilà, vous avez l'impression que je fais pas grand chose, mais voilà, c'est des titres qui sont longs, il y a beaucoup de JRPG.
Mais vous pensez que ça suffit et que c'est tout? Ben pas du tout. En fait, il y a le nouveau Legend of Heroes, donc lui c'est le Trails from Zero qui sort le 30 septembre. Alors lui c'est un diptyque qui date de 2010 et il est jamais arrivé en Europe. Et là le From Zero c'est le premier. J'y ai un petit peu joué. Ouais. Donc j'ai la chance de faire le début aussi. C'est très rétro façon un peu Wild Arms et tout. Et c'est le diptyque de ce qui est des Legend of Heroes le plus célèbre en tout cas et le plus apprécié. Donc les Trails, ça reste la série JRPG peut-être la plus grosse série méconnue en fait. Exactement. Et là, ils reviennent petit à petit. Pareil, le patrimoine, ça c'est assez sympa. Donc lui, c'est le 30 septembre. Il y a un Front Mission 1 Remake qui arrive en novembre. Tactics Ogre qui arrive le 11 novembre. Il y a un Dragon Quest Treasure le 9 décembre. Crisis Core, le Reunion, le 13 décembre. Donc, niveau JRPG, on est plutôt gâté. Puis, il y a janvier 2023, le 20 janvier et le 24 janvier, il y a Fire Emblem Engage et Forspoken. Voilà. Alors, franchement, je suis en PLS, on n'en peut plus. Si vous aimez le genre, c'est assez compliqué, je trouve, de faire un petit peu son choix parmi tout ça. Est-ce qu'il y a des bouchons? Est-ce que c'est encombré? Comment on fait pour s'en sortir? Je sais pas. Je trouve que c'est très encombré, moi, mais il y a surtout 90% de ces jeux qui sont des jeux de Square Enix, et ça rappelle un peu l'époque PlayStation 2, où l'éditeur faisait tellement de JRPG que chacun devait un peu spécialiser. Donc là, t'as le RPG jardinage, t'as le RPG mobile, t'as le RPG machin. Et donc, c'est cool de voir, en tout cas, que l'éditeur est dynamique là-dessus, à voir si ça sera bénéfique pour lui à la fin. Et en tout cas, on voit que les vieilles gloires aussi ont du mal, parce que t'as mis les deux anciens pas forcément au top de ton classement. Ouais. Et c'est un peu l'imprimeur aux nouvelles licences. Donc ça, c'est quand même plutôt cool aussi. Ouais, tu l'as évoqué, cet âge d'or, dont on se rappelle avec toutes les expérimentations. On l'a vu par exemple avec Live Live, ça c'est quelque chose qui est positif, mais on se rappelle aussi peut-être moins qu'il y avait justement beaucoup de jeux et il y avait beaucoup de rognes. Est-ce que là on va aussi arriver à un moment où il va y avoir des morts, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux qui vont sortir peut-être avec des budgets moindres mais qui vont être du coup un peu moins bons, qui vont enterrer des licences, par exemple Valkyrie Profile qui est culte, va revenir avec Elysium, et est-ce que finalement là c'est un coup d'arrêt parce que est-ce qu'il va être moins apprécié, est-ce qu'il va être moins vendu, et Square Enix là le coup près va tomber, va dire Valkyrie c'est définitivement fini. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ouais, et puis toi t'es un peu le client mystère du JRPG, donc si même toi déjà tu comptes pas aller sur tous ces jeux là et enfin, qui d'autre va le faire quoi. Ouais, là franchement, même si vous êtes un fan hardcore, comment allez-vous organiser votre planning? On est très curieux, n'hésitez pas à nous dire, mais vous, quel va être votre agenda? Avant de te laisser nous parler des billets des joueurs, il est temps de passer à l'interlude de top 3 cette semaine, un interlude un petit peu rigolo. C'est le top 3 des jeux dans lesquels on est mauvais. Alors ça veut dire quoi, les jeux on est mauvais? Déjà, qu'est-ce que c'est ça? On est mauvais? Alors il a fallu se creuser la tête, parce qu'on est quand même un peu l'élite du gaming. Pro gaming. Voilà, le top des jeux où on galère un petit peu, où on n'est pas forcément très fort. Alors vous allez voir qu'on va forcément trouver des excuses, parce que... Ouais, j'ai un petit peu un délire, c'est-à-dire que chacun de mes top 3 va finalement déboucher sur une thématique. Donc, je sais que d'ailleurs à déboucher sur un jeu où je suis bon finalement. Donc, j'ai pas osé, mais ça serait pas mal. Allez, les top 3 des jeux dans lesquels on est mauvais, je te laisse commencer avec ton top 3. Alors moi aussi, ce que j'ai un peu, c'est que à travers un jeu, c'est plus un genre de jeu que je vais aborder qui va me permettre de me dédouaner, vous allez voir. Alors mon numéro 3, c'est Geometry Wars 2. Et au global, c'est un peu tous les twin stick shooters en fait. J'ai vraiment, je pense, c'est un problème de mon cerveau. J'ai du mal à gérer les deux sticks en même temps. À dissocier. Déplacement d'un côté et les tirs de l'autre. Donc les twin sticks, c'est le second stick sert à gérer l'orientation des tirs. Et je sais pas, je galère de ouf. Alors c'est vrai que je suis pas un spécialiste. J'ai cité Geometry Wars parce que c'est l'un des rares twin stick shooters que j'ai essayé. Mais ouais, mon cerveau il se fait des nœuds là-dessus et je galère tout le temps quoi. Ouais, parce que donc le studio moi que j'adore, Housemarque, a fait plusieurs twin stick shooters et surtout a fait des différents jeux avec des plans différents. Donc t'as pas forcément le top down, t'as aussi par exemple le vue isométrique en twin stick. Laisse tomber. Franchement, faut que t'essayes, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, le jeu, je voulais pas au début jouer au jeu Hades parce que je croyais que c'était un twin stick shooter. Et quand j'ai compris que c'était pas le cas, j'y jouais et heureusement parce qu'il est excellent. Et ça s'est bien passé. Alors mon top 3 moi, j'aurais pu le mettre premier et c'est un jeu que je peux mettre souvent dans mes tops. C'est un peu le FF7, le pendant de FF7. C'est Smash Bros. Franchement, je galère à le dire, Smash Bros. Déjà, je comprends pas. Mais ouais, non, je suis nul à chier. Enfin, nul, pas bien, faut pas le dire. Je suis mauvais de ouf à Smash Bros. Et en fait, la thématique que je veux relever là-dessus, c'est est-ce qu'on est mauvais sur les jeux qu'on n'aime pas? Et finalement, quel est l'œuf ou la poule? Est-ce que j'aime pas Smash Bros parce que je suis mauvais, ou est-ce que je suis mauvais parce que je l'aime pas? Ça serait marrant que tu sois bon à un jeu que t'aimes pas, c'est rigolo quand même. Mais est-ce que ça existe ça? Franchement, dites-nous ou dis-moi, est-ce qu'il y a un jeu pour lequel vraiment tu brilles
et tu l'aimes pas. C'est rare. Souvent, les jeux où t'es même naturellement bon, où tu vas avoir, on va dire, des facilités, bah, tu l'aimes, c'est ton préféré, je pense, quand même. C'est rare. C'est un petit peu même comme un sport. On fait tous un sport, et puis ceux où, est-ce que vraiment tu vas t'adonner à un sport où t'es nul, t'sais? Enfin, je trouve ça rigolo. En tout cas, je me pose la question. C'est parti pour notre top 2. Alors le second, je vais citer King of Fighter 15, mais au global, les jeux de baston, et là, je vais employer ma rhétorique préférée, je sais que tu l'adores. C'est pas que je suis nul, c'est que je m'entraîne pas, en fait. Parce que moi, le jeu de baston, je n'ai aucune envie d'y jouer seul, je serai incapable de poncer un mode solo pour entraîner mon main, alors que toi, par exemple, Ken et toi, je sais que vous adorez poncer le jeu de baston, chacun de son côté. Parce que quand on va jouer en versus, bah, je vais m'améliorer fatalement parce que je vais commencer à découvrir le jeu et à l'exploiter de mieux en mieux. Mais vu que je m'entraîne jamais tout seul, bah, je suis pas forcément très très fort en jeu de baston, quoi. Ouais, alors permets-moi de basculer directement sur mon second, parce que moi c'est Tetris. Alors je suis pas une brêle à Tetris, mais je suis pas spécialement bon. C'est-à-dire que Tetris, je suis pas une foudre. C'est que je cale pas des Tetris à foison. Je cale pas des Tetris tout le temps. Et la thématique, justement, associée à ce top 2, je te le laisse le lire, c'est est-ce que je suis mauvais parce que je ne m'entraîne pas? Ah, tu reprends cet argumentaire, je garde ça de côté. Et en fait, je voulais te pousser sous le bus, c'est-à-dire que toi... Cet argumentaire, il faut savoir, et si tu me permets, c'est que tu vas le développer vraiment très 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 loin. C'est que moi souvent je te dis par exemple Michael Jordan, c'est pas spécialement qu'il est meilleur que toi, c'est juste que Michael Jordan au basket, c'est juste plus entraîné. Bah c'est une réalité, non? Mais moi je pense que t'es shonen dans ton âme. En fait, c'est que t'es un battant et que si tu t'entraînes, si t'avais décidé d'être aussi fort que Jordan, j'ai un potentiel illimité. T'aurais pu l'être. Allez, go pour le top 1. Alors le top 1, c'est un peu le même délire, hein, c'est Gran Turismo, et au global, les jeux de voiture, donc plutôt simulation. Et pourquoi? Parce que moi je suis plutôt de l'école F0 Mario Kart, et dans ces jeux, freiner, c'est perdre en fait, ça n'existe pas. C'est vrai. Et donc je me retrouve dans Gran Turismo à chaque fois, et j'ai pas envie de freiner, parce que je dis non, je vais perdre du temps si je freine, ce qui est une logique implacable. Et donc, voilà, ça se tape des murs, ça fait des tonneaux, et voilà quoi. Ouais, c'est vrai que Gran Turismo, si tu freines pas, bien freiner, c'est aller vite. Hein, non, donc, c'est beau ça. Ouais. Alors mon top 1 va te plaire parce que t'es plutôt bon toi à ce jeu. Mon top 1 c'est Guitar Hero. Et le truc c'est que moi je suis plutôt bon au jeu de rythme et mes Guitar Hero, je suis nul. Et du coup, ma thématique, c'est plutôt la thématique de la mauvaise foi. C'est pour ça que je l'ai mis en top 1 parce que c'est dur de dire qu'on est mauvais à quelque chose. Et voilà, Guitar Hero, finalement, ce que je dis, moi, c'est est-ce que c'est pas la faute du jeu, tu vois, si je suis mauvais? C'est bizarre. Et ouais, je comprends pas pourquoi Guitar Hero, mais je suis éclaté. Faut le jouer roleplay, Guitar Hero, je pense. Mais ouais, cette association que j'ai avec le jeu de rythme, où la plupart du temps, ça se passe plutôt bien, et Guitar Hero, mais vraiment, je suis à contre-temps et j'ai jamais été bon. Voilà, mauvais. En fait, on s'ouvre, on vous dit, voilà, on est nul. Non, mais on a démontré qu'en fait, on n'est pas nul à chaque fois, c'est qu'il y a toujours une raison. Hein, il y a toujours une bonne raison. Voilà, pour ce top 3, le top 3 des jeux dans lesquels on est mauvais, n'hésitez pas à nous dire où vous pêchez, hein, du coup, dans les jeux. Ouais, j'allais faire une blague nulle. Bah, tu peux, hein. Quelles blagues sont nulles? Allez, c'est ton tour, c'est ta chronique, c'est l'heure de nous parler des biais des joueurs. Un nom un peu mystérieux, hein, d'ailleurs, je t'ai juste un peu teasé le contenu, vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples, ça va être cool. Parce qu'on a tous nos biais personnels. Alors on va commencer, et je te jette là aussi sous le bus avec moi, parce que toi et moi, tous les deux, on en parle souvent, hein, on est des joueurs consoles, des joueurs trentenaires, fans de jeux solo avec un fort tropisme pour le Japon, on va pas se le cacher. Ouais. Et donc, on a tous les deux connu des jeux, des consoles et des événements qui ont façonné en fait notre vision du jeu vidéo. Et ce qui fait que on aura beau suivre l'actu avec le rythme le plus intense et le plus effréné possible, jamais on pourra finalement se détacher complètement de nos biais et qu'on verra toujours le marché à travers notre propre lorgnette. Et donc là-dessus, je nous balance sous le bus, mais ça vaut aussi pour vous, c'est le cas de tout le monde. C'est sûr. Donc voilà, c'est pas une embrouille, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va commencer avec un exemple concret pour bien comprendre, hein, le fameux dématérialisé, donc le marché qui se dématérialise. Et d'une manière entendue, hein, on va dire, et tous les deux par exemple, que ça y est, le Covid a fait basculer définitivement le marché dans le tout des maths. Et voilà, ça fait bien 2-3 ans que le marché allait basculer, et maintenant ça y est, on y est dedans. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà dit. On a déjà dit... Cherche le piège, là. Je cherche le piège, mais bon, je vais te dire, chiffre à l'appui, les chiffres ont montré que ça avait vraiment basculé, ou pas? Vraiment? Ouais, parce que si on regarde bien, il y a Steam, par exemple, qui existe depuis bientôt 20 ans, donc le store PC qui permet d'acheter ces jeux.
du 100% dématérialisé. Ah, mais je vois où tu veux en venir. Il y a le jeu sur téléphone mobile qui existe. Rappelons que l'iPhone 3G est sorti en 2008, 100% dématérialisé. Et sur PC ou sur téléphone, aucun joueur, enfin ça ne reviendrait jamais à l'idée de personne de réclamer un exemplaire physique de son jeu, et même de possibilité de rendre d'occasion son jeu. Donc le démat, en fait, il est là, il est largement installé depuis plus de 15 ans. Ça fait 100%, enfin ça fait 15 ans que 100% des gens sont là-dessus, et il y a personne qui moufte. J'aurais dû dire le jeu vidéo console se dématérialise. Voilà, mais tu ne l'as pas dit. Oui, mais c'est carrément ça, bravo. Et ce constat, Microsoft, ils s'en étaient rendu compte en fait quand ils ont lancé leur Xbox One avec la fameuse conf qui a fait couler tant d'encre, avec cette idée déjà d'avoir ce jeu que tu rattachais à ton compte, et donc finalement que le boîtier, c'était le CD, c'était juste une sorte de clé. Évidemment, les joueurs consoles comme nous, on a gueulé parce qu'on s'est dit mais non, on n'en est pas encore là, laissez-nous nos trucs traditionnels. Il y a eu la levée de bouclier et Microsoft a changé son fusil d'épaule, ce qui veut dire que ce biais-là, c'était généralisé à tous les joueurs consoles et même ça a fait plier quand même le marché et ça a pu retarder peut-être l'avènement du tout des maths sur les consoles de jeu. Tu m'étonnes qu'ils s'en sont rendus compte eux, Microsoft, parce qu'ils avaient un pied plus dans l'univers PC que dans l'univers console, et c'est en venant dans l'univers console qu'ils ont dit ouvrez les yeux les amis, et nous on a continué à faire non. Exactement, parce qu'ils avaient ce recul que peut-être nous on a un petit peu perdu. Donc un autre biais bien connu, c'est la fameuse guerre des consoles, et je mets des guillemets évidemment parce qu'on sait que depuis des années on suit une guerre, alors économique évidemment, entre les trois acteurs du marché, donc Sony, Nintendo et Microsoft. Donc, je vais pas aller jusqu'à dire que ces trois constructeurs ne passent pas leur temps un peu à s'observer et à essayer de rendre coup pour coup à l'adversaire. Mais en fait, cette guerre, ça fait longtemps qu'elle a vraiment plus lieu d'être. Okay. Donc, on a récemment Sony qui a annoncé le rachat du studio Savage Game Studio, donc qui est spécialisé dans le développement de jeux sur mobile. Et c'est un petit peu l'événement qui a déclenché cette chronique. Et Sony, pour le coup, a même lancé sa branche PlayStation Mobile, qui est une branche indépendante de la branche PlayStation Console. Comme de la même manière, quelques mois avant, ils ont lancé leur branche PlayStation PC, là aussi qui a validé et intensifié la présence de Sony sur le marché du PC. Alors là, évidemment, les joueurs levés de bouclier aussi, Sony qui fait du mobile et du PC, ça y est, ils délaissent leur cœur de cible, c'est la fin des haricots. Et pareil, chez Xbox, ça fait des années que le constructeur s'oriente sur une présence PC, console et smartphone, voire même aujourd'hui téléconnecté, on en arrive ici. Donc en fait, la guerre des consoles, elle n'existe plus. On est là aujourd'hui avec nos boîtes en plastique sous nos télés à se tirer les cheveux pour dire laquelle est la meilleure. Alors qu'en fait, ça n'a jamais vraiment eu de sens, si tant est qu'un jour c'en ait eu. Ça aussi, ça reste des débats un peu stériles. Et c'est marrant parce que ces biais-là, les constructeurs, en tout cas ces constructeurs consoles, et Sony en l'occurrence, nous prennent encore en considération, et je m'inclus, tu as vu, c'est que ces appellations pour ces branches industrielles, en fait, ont des noms pour nous rassurer, en disant ce studio a été racheté, vous inquiétez pas, pour faire du mobile. Les autres studios, par exemple Naughty Dog, et j'espère que je te crame pas des cartouches à venir, mais Naughty Dog qui va faire du multi ou du jeu persistant, tout ça, ils vont dire non mais vous inquiétez pas, Naughty Dog ils vont continuer à faire du AAA et du AAA solo, même si c'est pas vrai, même si Naughty Dog a plusieurs équipes, mais ils veulent nous rassurer en nous disant mais vous inquiétez pas, ce studio il est fait pour ça, ce studio il est fait pour ça, et un petit peu en faisant attention à notre considération à nous pour nous calmer, quoi. Oui, parce que le biais, c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose de généralisé. Et comme j'ai dit, ça a eu un impact sur l'industrie déjà avec Microsoft. Et comme tu dis, la communication aujourd'hui, c'est devenu un peu l'occasion de marcher sur des œufs pour contenter un petit peu tout le monde. Parce que donc, Nintendo, Microsoft et Sony, donc cette guerre des consoles finalement, comme j'ai dit, elle a plus lieu d'être parce qu'ils sont lancés dans une compétition bien plus globale en fait. Ils luttent aujourd'hui contre Netflix, contre Apple, contre Amazon, contre Disney, toutes ces sociétés en fait qui ont mis en avant le divertissement. Et tout ça pour choper un peu notre attention, on l'a dit, la guerre de l'attention, le temps de cerveau disponible, comme on disait à l'époque sur TF1, pour essayer d'accaparer chaque joueur de son côté, quoi. Donc Nintendo, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils l'ont dit, nous on n'est plus là contre Sony ou Microsoft, on est là contre Apple, contre les smartphones, et c'est vrai qu'à l'époque, on riait un petit peu en disant mais Nintendo, vous dites n'importe quoi. Parce que là aussi, on a un autre biais de Nintendo qui est vendu comme le petit artisan dans sa bulle, celui qui est loin du tumulte général, qui suit sa propre voie sans rien avoir des modes et tout, alors que finalement, l'ouverture au marché mobile, l'ouverture au marché du cinéma, aux jeux multijoueurs et aux jeux services, par exemple avec Mario Kart, Splatoon ou Switch Sport, Nintendo, ils l'ont entamé depuis des années, et même avant Sony, en fait. Ouais, bien sûr. Donc voilà, encore une fois, on voit le marché un peu comme on a envie de le voir. Ouais. Mais tu vois, j'en ai parlé la semaine dernière, peut-être de façon un peu véhémente, en disant, lâchez la grappe à Ubisoft, regardez, Nintendo fait exactement la même chose, et que, voilà, il faut avoir un petit peu un traitement cohérent, mais on a ce biais, t'as raison, c'est vrai que Nintendo, on a beau
pas faire exprès, mais quand ils nous présentent sur un seul Nintendo Direct, sur 20 minutes, t'as peut-être 12 minutes qui sont contestables parce qu'ils sont liés, je sais pas, à des microtransactions. Là, d'ailleurs, en l'occurrence, le Mario Kart, ils ont dit que ça allait être fini, qu'ils allaient maintenant faire un achat in-game, etc., etc. J'ai plus exactement les détails, mais c'est devenu un événement. C'est-à-dire qu'ils ont dit, regardez, ça change. Voilà, on a ce biais-là, t'as totalement raison. Mais c'est vrai que là, récemment, tous leurs jeux multi, Mario Tennis, Switch Sport et tout, sont arrivés avec un contenu de base assez léger, en fait, et ça a été reproché, parce qu'ils ont pris l'habitude aussi maintenant de décliner ce contenu sur les années, comme un jeu service, tout ce qu'il y a de plus classique, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que Nintendo, quand même, société multimilliardaire qui fait des bénéfices, qui a la bourse et tout, on a tous l'impression qu'ils vont bosser en calèche et qu'ils font leur jeu avec des outils en bois, tu vois, donc c'est assez rigolo. Après, est-ce que le décalage technique, je suis pas sans méchanceté, est-ce que tu vois le fait qu'ils développent sur une machine qui, techniquement, la Switch et tout, montre des jeux qui sont un peu en retrait, avec cet aspect console de salon, cet aspect mobile, en fait, va un petit peu, tu vois, se désolidariser de cette guerre des consoles. Parce que visuellement, ils sont pas dans la même cour. Alors que c'est pas du tout le cas. Ils sont dans le même marché, on est d'accord. Après, ça n'empêche pas chacun d'avoir des singularités. Évidemment, Nintendo au premier rang, tu l'as dit, avec leur machine hybride et tout. Mais voilà, ça reste quand même des concurrents sur un même marché. Parce qu'on l'a dit, les trois consoliers aujourd'hui, on est dans un marché qui est plutôt dynamique. Les trois cartonnent, les trois font des thunes. Donc finalement, est-ce qu'ils se font vraiment la guerre entre eux ou est-ce que le but c'est d'aller conquérir d'autres marchés finalement? Parce que je peux entendre ceux qui s'en inquiètent, les joueurs qui ne sont pas ravis de ces changements. Et finalement, en fait, on a appris à craindre ces sociétés qui s'éloignent un peu de ce qui nous plaît à la base chez eux. C'est vrai qu'on a tendance à se sentir dépossédé. T'en parlais tout à l'heure, on a Sony qui investit dans le PC, dans le mobile, mais aussi dans les jeux multi et dans les jeux services, là où finalement ils étaient plutôt spécialisés dans les jeux solo narratifs. Et on se rappelle tous de cette génération PlayStation 4, on a parlé de masterclass pour Sony, avec une cadence de jeux AAA qui était réglée comme une horloge, des jeux de qualité, des jeux qui vendaient, et finalement on s'est dit, ils ont roulé sur tout le monde. Mais en fait, on se demande, est-ce que la réalité n'était pas tout autre? Est-ce qu'ils n'étaient pas en fait sur la brèche, vraiment, sur un fil, tu vois, à basculer de droite à gauche? S'il y avait eu un seul jeu de ces jeux qui s'était planté, peut-être que c'est tout le château de cartes qui se serait écoulé. C'est vrai. Mais ce que je trouve rigolo, excuse-moi, c'est que cette stratégie sur la PlayStation 4 a fait plaisir à notre catégorie de joueurs, tu vois, qui aiment bien les jeux solo, et donc du coup, par ce biais, on a vu ça comme une stratégie cool. Tu vois, genre, Sony fait du AAA solo. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est que cette stratégie qui va être destinée à une certaine catégorie de joueurs a payé. C'est-à-dire que la PS4 a dominé avec cette philosophie. Alors qu'on aurait pu croire que justement, s'ils avaient basculé, ça aurait peut-être moins fonctionné, ils auraient moins vendu, et là, ils ont l'air le pas, ils l'ont passé, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment dissocié leur activité en continuant en faisant du solo, en faisant du jeu service, en faisant du jeu multi. Et j'ai pas l'impression qu'ils confirment en disant la PS5 ça sera full solo, full AAA. Peut-être qu'ils ont passé la gêne en serrant les fesses et qu'à la fin ils se sont dit bon là on a réussi, on a eu un coup de bol de ouf, mais plus jamais ça quoi. Donc maintenant Sony il connaît des rentrées d'argent avec par exemple la sortie cinéma du film Uncharted, avec des déclinaisons mobiles de jeux donc de leur licence, c'est un peu le but qu'ils essaient d'atteindre, ou même par exemple l'arrivée d'un Last of Us sur PC, donc d'amener leur licence sur des marchés qui n'avaient pas jusqu'à maintenant tenté quoi. Donc cette rentrée d'argent là supplémentaire, ça leur permettrait justement d'encaisser le genre de déconvenus, donne leur jeu solo narratif par exemple qui pourrait se planter. À l'époque tu pouvais pas t'en sortir parce que t'étais que sur ce marché là. Aujourd'hui le fait d'avoir cette thune supplémentaire, ça te permet d'encaisser potentiellement les soucis quoi. J'ai aussi lu il y a récemment un article qui était intéressant je trouve sur jeuxvideo.com où l'auteur il exhortait Square Enix à faire son Genshin Impact un petit peu. Et là tu vois les fans historiques de Final Fantasy, je pense que tout le monde se serait inquiété en mode mais pourquoi FF deviendrait un jeu mobile gacha, c'est la mort de la série. Et en fait je pense que non, et l'article est assez pertinent là-dessus dans le sens où pour moi la mort de la série FF c'est la situation actuelle, à savoir un épisode AAA qui sort tous les 6-7 ans. Là on sait qu'entre FF15 et 16 il sera quasiment écoulé 7 ans je crois. Un jeu qui à chaque fois sont des budgets de ouf et qui s'il se plante, il risque de couler la boîte à tout moment s'il atteint pas les chiffres démentiels qui sont fixés quoi. Donc on a bien vu même que la machine un peu Square Enix, elle s'est enrayée depuis quelques années, depuis finalement le départ de Sakaguchi avec FF12, et depuis chaque épisode a connu des soucis, chaque épisode a un petit peu heurté certains joueurs, n'a jamais fait l'unanimité, et on voit que depuis c'est un peu galère sur galère. Square Enix un petit peu est dans la panade. Donc aujourd'hui on a quand même le jeu mobile et le public associé qui est gigantesque. Si en plus de tes épisodes de FF numérotés sur console t'aurais
ce FF mobile gacha à la Genshin Impact qui sortait, est-ce que c'est peut-être pas finalement le meilleur moyen de faire connaître ta saga et de la faire perdurer un petit peu? Ça te permettrait d'évangéliser une nouvelle frange de joueurs, ceux qui ne jouent pas forcément sur console, ceux qui n'ont pas envie d'investir 70 boules dans un jeu, et d'aller recruter et de faire surtout exister ta marque. C'était déjà un peu ce qu'a fait FF14 finalement, qui a tenu la maison Square Enix pendant des années, en apportant de l'argent régulièrement, et qui avait lui aussi une voix qui se distinguait des FF classiques. D'ailleurs, nous on est beaucoup ici à faire les FF en solo, aucun de nous ne s'est tenté sur ces FF online. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est les marques qui prédominent, on en parlait la semaine dernière avec Assassin's Creed. On a par exemple l'écrivain J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui aujourd'hui, en plus de son succès littéraire, évidemment, a développé la série HBO qui a été un carton. Et il a bien compris que même si sa série a été justement un phénomène rarement égalé, tôt ou tard, elle serait tombée dans l'oubli un jour ou l'autre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc pour lui, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une galaxie de spin-off qui vont faire vivre cette marque. Donc là, on a House of the Dragon qui est diffusé. Peut-être que quand cette série sera finie, une autre prendra la suite. Et donc, ça serait l'objectif d'avoir tout le temps une série estampillée Game of Thrones. D'ailleurs, t'as le surtitre à chaque fois qui apparaît dans le logo, parce que c'est comme ça que tu fais exister ta marque. C'est même le même générique et c'est fait exprès. Ouais. Et idem pour le MCU. Tu parlais du générique Game of Thrones. Là, le MCU, t'as cette petite fanfare bien identifiée, qui va ouvrir tous les films et les séries. Et aujourd'hui, on se rend compte que le but de Marvel, c'est quasiment d'être présent toute l'année. Entre les sorties ciné et les diffusions des épisodes sur Disney+, t'as ton contenu Marvel quasiment chaque semaine à regarder. Donc là, aujourd'hui, t'es sollicité constamment pour du contenu Marvel, donc tu peux pas oublier la marque en fait. Et c'est ça, en ça qui gagne la bataille de l'attention, quoi. Donc le but, c'est évidemment de ramener les gens vers ton produit phare, le produit qui te fait gagner de la thune. Pour revenir à l'exemple qui nous intéresse des constructeurs, si tu les fais venir sur le mobile ou sur le PC, c'est pour qu'ils achètent ta console et donc qu'ils achètent les jeux, et donc ça met en place tout l'écosystème qu'on trouve aujourd'hui. Donc là-dessus, on a nos biais de joueurs, comme on l'a dit, c'est que finalement la crainte de voir ces constructeurs s'éloigner de leur cœur de cible, finalement c'est peut-être la meilleure stratégie pour leur permettre de les faire perdurer, quoi. C'est vrai, mais la diversification, ça fait peur. Et quel que soit le domaine, quel que soit le médium, c'est vrai que par exemple Final Fantasy, tu te dis s'ils font leur Genshin Impact, s'ils font leur jeu, alors FF11, FF14, leur jeu en ligne, si finalement la cash machine, ça devient ça leur nouveau pôle en fait de revenus, est-ce qu'ils vont pas délaisser dans le meilleur des mondes, et tu l'as évoqué, c'est peut-être une bénédiction, c'est-à-dire que c'est grâce avec l'argent d'un projet qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient à l'époque, leur cœur d'activité, et qui va alimenter un petit peu leur cœur de cible. Après, on peut avoir peur du fait que ils le délaissent. On peut avoir peur, mais la pratique tente à montrer que c'est pas le cas, tu vois. Sinon, ils auraient arrêté de faire des jeux solo pour faire que des FF online. Bien sûr. Vu que FF14 est de loin l'épisode le plus rentable de la série. Oui. Parce qu'il y a aussi des notions de prestige un petit peu. Tu vois, on en parlait à l'époque quand on disait que chaque licence aujourd'hui doit être déclinée en AAA, free-to-play et un jeu mobile ou sur PC. Mais c'est vrai que le jeu AAA console garde cette image un peu de produit de luxe, le produit un peu phare, quoi. Donc je pense que ça sera pas délaissé là-dessus, quoi. Non, il faut des produits d'image en fait, qui vont en fait continuer à entretenir l'image historique. En l'occurrence là sur Square Enix, je pense que c'est vital pour eux d'avoir de nouveaux gros RPG solo. En tout cas, merci pour ces biais de joueurs, de nous les avoir mis à la figure. Nous sommes tous coupables. Super chronique, merci encore. Voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez kiffé. L'occasion pour nous de vous rappeler que il est important de s'abonner, de mettre des étoiles et de nous mettre des pouces. Ça, c'est vraiment très 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 cool. On fait la bise à tout le monde, à toute l'équipe. Regardez. Le moment traditionnel, ça devient la tradition. On dit bonjour à Damien, on dit bonjour à Ludo, on dit bonjour à Ken. Voilà, le petit passage obligé. La semaine prochaine, quel est le programme ? La semaine prochaine, on va parler de Monkey Island, donc le nouvel épisode qui vient de sortir, que je suis en train de faire, et qui est très très cool. Ouais, qui est très très cool. On a un livre en français. On vous réserve des surprises sur un livre en anglais, Monkey Island. Voilà, si vous nous écoutez, vous parlez français, donc je pense que ça vous intéresse pas trop. Des amis américains. N'hésitez pas à leur dire, voilà, est-ce que je me risque, moi, à vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine ? Non, on te croit plus, toi, parce que tu nous vends du rêve à chaque fois, et puis... Non. Semaine prochaine, normalement, c'est les jeux Seigneur des Anneaux, j'en dis pas plus. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux, revenez, ça va être cool. On verra bien. Merci à tous, merci pour votre fidélité, et à la semaine prochaine. Bye bye.